Mesdames, Messieurs, bonjour. La FQP, Association France Qualité et Performance, en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. Une approche systémique est plus que nécessaire pour aborder notre monde actuel. L'économie circulaire amène justement à repenser nos activités dans le cadre d'un système. Et c'est Henri Fraisse, président du Forum international des acteurs responsables et de l'économie circulaire, qui va partager avec vous son approche sur ce sujet. Mais passons d'abord la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote du programme Entraide. Merci Guy. Bonjour et bienvenue à tous dans le programme Entraide de la FQP PACA. Le webinaire d'aujourd'hui entre dans la catégorie l'air du temps et traite d'un sujet qui est bien dans l'air du temps, celui de l'économie circulaire. Peut-on parler à propos de l'économie circulaire de sujets à la mode ou plutôt de concepts, de théories de fond? Nous sommes passés, en effet, si on fait un raccourci caricatural, en quelques décennies et sous l'impulsion de différents mouvements, dont celui de la qualité, nous sommes passés de la juste et nécessaire satisfaction des besoins du client à élargissons nos parties prenantes, satisfaisons le client, certes, bien sûr, mais pas seulement, pensons aux autres parties prenantes, dont bien évidemment l'actionnaire. Nous avons continué à évoluer et sous l'impulsion de l'analyse de la valeur, nous sommes passés à visons le même résultat, mais avec moins de ressources, le juste nécessaire et suffisant niveau de ressources. Aujourd'hui, où nous en sommes, sous l'impulsion du mouvement de la décroissance, nous sommes rendus à revoir, reconsidérer aussi le niveau du résultat attendu, le niveau de nos exigences. Comme vous le voyez, l'économie circulaire est un sujet passionnant. Il est bien dans la préoccupation des temps présents et c'est ce sujet que va nous aider à clarifier notre intervenant du jour, Henri Fraisse. Henri Fraisse est un des meilleurs vulgarisateurs, prosélytes de l'économie circulaire en France. Il est ingénieur de formation, il a fait ses armes dans l'industrie. Il a notamment professé pendant de nombreuses années en tant que directeur développement durable chez Total. Henri Fraisse est aujourd'hui président de FIDAREC. FIDAREC est une association qui accompagne le mouvement de l'économie circulaire et qui se veut le facilitateur d'un territoire durable. Henri, je vous passe la parole et nous vous écoutons avec grand plaisir. Bon, eh ben, écoutez, merci en tout cas également à Jean-Jacques d'avoir organisé, Jean-Jacques et Michel, d'avoir organisé cette séance. Je vous propose effectivement d'éclairer cette réflexion sur l'économie circulaire un peu en 4 étapes. Quelques constats, mais également quelques informations pratiques et techniques, c'est-à-dire donner un peu de matière et de consistance pour ouvrir la réflexion. Dans un deuxième temps, on partagera la notion de définition de l'économie circulaire, qui est effectivement à la fois un outil, un concept, et qui a de vastes ambitions, qui permettent probablement de faciliter la mise en action, et je vous présenterai quelques résultats très généraux, surtout orientés entreprise. Et on essaiera de regarder ensemble comment toute cette dynamique, qui paraît effectivement une évidence, peut se mettre en œuvre, tout en se rendant compte que la mise en œuvre n'est pas aussi simple que ça. Le constat, il est, je dirais, relativement connu depuis presque au moins 50 ans, parce que le rapport Meadows sur le Club de Rome, il doit être de 72, donc on n'est pas loin des 50 ans, que les gens s'interrogent et que les acteurs responsables s'interrogent sur le lien entre ressources et croissance. Et puis depuis 50 ans, si on met quelques chiffres, la consommation de matières premières et de ressources naturelles a pratiquement été multipliée par 10 et le nombre de déchets issus de biens périssables n'a cessé d'augmenter. Donc ce qui amène un constat effectivement généralement partagé, c'est de dire nous savons, ou en tout cas
il y a une probabilité très forte que notre système technique et économique ne soit pas adapté à ce qu'on appelle aujourd'hui les limites planétaires. Et depuis 50 ans, il y a eu du travail de fait. En tout cas, les scientifiques ont essayé de travailler sur le sujet. Et il me semble important d'abord de vous expliquer cette notion de limite planétaire. On va rentrer par le volet environnement. Les limites planétaires, c'est un concept qui a été formalisé en 2009 par des équipes suédoises, John Rockström pour citer son nom, et qui a été actualisé par ses collaborateurs. Et la dernière version dont on dispose, c'est celle de 2015, dans laquelle ils se sont interrogés pour se dire, on dit classiquement, et c'était WWF qui avait lancé un peu cette idée, on consomme plusieurs planètes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on a comme élément pragmatique pour mesurer? Et ils prennent donc un peu deux logiques. C'est celle des impacts, c'est-à-dire d'essayer d'identifier si finalement tout ce que l'on émet dans la nature peut être absorbé par cette nature. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'émet pas au-delà des capacités d'absorption de l'écosystème? Et d'autre part, regarder si, en termes de consommation de ressources, à quel niveau est-on par rapport à ces ressources? Ce qui est intéressant dans leur graphique, et je dirais les chiffres qui sont donc là sur la gauche de l'écran, entre 2009 et 2015 n'ont pas beaucoup évolué. La première chose qui frappe, c'est que les émissions de phosphore et d'azote, telles qu'on est capable de les mesurer aujourd'hui, elles sont très largement supérieures à la capacité d'absorption de la planète. Si je mets juste un chiffre, je dirais c'est de plus de 1 à 2 concernant l'azote. On est sur, je dirais, plus de 150 tonnes sur l'azote, alors que la capacité d'absorption est autour de 60. Sur le phosphore, même chose, on émet de l'ordre de 14 pour prendre une autre intensité, alors que la capacité d'absorption de la Terre, elle est autour de 6. Donc derrière, avec des phénomènes que vous connaissez, algues vertes, etc. Donc, une réalité quantifiée, assez facilement quantifiable. Et ça, c'est la moyenne, évidemment, avec des zones sur lesquelles c'est beaucoup plus fort que d'autres sites géographiquiques. Le deuxième point important, c'est finalement ce taux d'extinction sur la biosphère. Vous êtes tous conscients qu'effectivement la biodiversité est un vrai challenge, déjà un challenge pour pouvoir la quantifier. C'est-à-dire comment la quantifier dans les nouveaux indicateurs de richesse en France. Vous devez savoir que c'est le taux d'artificialisation des sols qui a été retenu. La SPO, elle, voulait que ce soit le taux d'extinction des oiseaux. Bon, là, c'est un espèce de mix, le taux d'extinction des espèces. Le chiffre moyen réputé correspondre à ce qu'on est capable d'interpréter, je dirais, les siècles derniers, c'est à peu près 10 extinctions par an et par million d'espèces. Les dernières analyses, le chiffre de 100, il est passé entre 100 et 1000. C'est-à-dire qu'on a un coefficient d'extinction sur ce qu'on est capable de mesurer aujourd'hui qui est de 10 à 100 fois plus qu'une moyenne qui est évidemment mal connue, parce qu'aujourd'hui, on sait beaucoup mieux quantifier qu'autrefois. Et deuxième question, est-ce que le nombre d'espèces, c'est le bon indicateur? En période de Covid, on se dit que c'est peut-être la résistance génétique et la variété génétique qui est peut-être un élément important qui nous permettra de survivre. Donc, deux challenges extrêmement forts. Et puis, un troisième que vous connaissez, alors qui, quand on fait une photo, est peut-être moins flagrant que les deux autres, c'est parce que là, c'est la quantité de ppm de CO2 qui sont dans l'atmosphère. On sait que malheureusement, il est cumulatif, c'est-à-dire que le CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, il met 100 à 150 ans pour se disperser. Donc, chaque fois qu'on en met, évidemment, on se rapproche de cette limite planétaire. Et même si on s'arrête, si on divisait par 2 l'émission, on continuerait à croître, puisqu'il y a tout ce qu'on a déjà émis dans. Donc, un vrai challenge. Et ma première remarque, c'est qu'il faut déjà s'interroger, est-ce qu'on va être asphyxié par nos poubelles ou par manque de ressources? Moi,
Comme ça, en commentant, j'ai tendance à dire que les déchets, nos poubelles et tout ce qu'on émet, c'est probablement un challenge peut-être prioritaire par rapport à la consommation de ressources, mais il faut évidemment les gérer également. Voilà un peu des éléments sur les limites planétaires. Et maintenant, c'est un indicateur qui est important et qui est d'ailleurs repris dans une approche globale que je vous présente juste rapidement en tant que plafond environnemental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas consommer plus et mettre dans la nature plus que ce qu'elle est capable d'absorber. Et évidemment, tout le challenge dans les années à venir, ça va être de ne pas dépasser ces limites planétaires et d'autre part de respecter ce qu'on appelle, et ce qui a appelé Kate Raworth quand elle a sorti son Donut en 2012, le plancher social. Donc, dès l'approche, il est important de marier la réflexion environnementale et la réflexion sociétale. Je pense que c'est extrêmement important de se rendre compte qu'il y a des liens très forts, et on le voit d'ailleurs sur le Covid ou même sur les problèmes environnementaux. Ce sont les plus faibles qui sont les premiers impactés. Donc, il y a effectivement une approche intégrée des sujets environnementaux et sociétaux à manager. Pour continuer un petit peu sur quelques chiffres, je vous ai mis juste sur ce graphique, sans que vous cherchiez à lire absolument tous les chiffres, je vous ai mis un peu l'évolution des volumes de matériaux en France ces dernières années, et d'autre part l'évolution des déchets. Alors, un constat global, on est quand même grosso modo dans les mêmes ordres de grandeur, et là on est dans un schéma, je dirais classique, c'est ce que rappelle le petit schéma d'en haut. Donc on extrait, on l'utilise, on distribue, on consomme, et puis après on met en déchets. On voit quand même qu'effectivement les ordres de grandeur sont de 1 à 3. Bon, ça nous rassure un peu, on ne fait pas que générer des déchets. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous voyez un volume qui est significatif dans les déchets, mais également dans les matériaux utilisés, c'est tout ce qui concerne le domaine de la construction. La construction, c'est un peu plus de 50% des matériaux et des matières utilisées, et c'est à peu près 70% de ce qui part en déchets. Donc là, déjà, ça cible un domaine privilégié de travail si on veut améliorer l'efficacité et mieux gérer ce cycle consommation et mise au rebut et fin de vie. J'ai mis également là-dedans une petite mention à l'écologie industrielle, c'est-à-dire qu'en plus, ces notions, je vous ai dit, elles sont dans l'air du temps depuis une cinquantaine d'années, et l'écologie industrielle, ça fait à peu près 25 ans qu'on en parle, et l'écologie industrielle, elle a comme objectif de mutualiser les ressources et les services, et de mettre en commun des solutions, et d'essayer évidemment de réduire au maximum les déchets pour les transformer en matières premières. Donc voilà, on dispose déjà de certains chiffres. On voit qu'il y a une tension forte sur la construction, qu'il y a évidemment la dimension également biomasse. La biomasse, c'est à peu près 32%, c'est-à-dire toute la dimension alimentaire. Les combustibles fossiles font 17% des matériaux remués. Et puis de l'autre côté, un point sur lequel il est important également de travailler, c'est finalement le pourcentage de déchets ménagers, 9%, ce qui évidemment qu'il faut rapprocher du gaspillage alimentaire. On ne va pas pouvoir couvrir tous les sujets. Ce que je vais essayer, c'est de vous donner quelques grands éclairages. Et il me semble, en complément des limites planétaires, de ces ordres de grandeur partagés, c'est que nous partageons également la notion de penser cycle de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire penser cycle de vie ? C'est assez simple et assez trivial, c'est se dire qu'il y a toujours un avant et un après dans tous les actes que l'on fait. Cet avant et après, il a évidemment des conséquences. Il peut avoir des conséquences environnementales, et c'est un peu le schéma là, que je commençais à décrire en termes de consommation de ressources et d'extraction.
et avec des conséquences, aussi bien en termes d'émissions dans l'air que de fin de vie. Donc, nous avons effectivement des conséquences qui sont loin d'être simples parce qu'elles sont souvent invisibles et on n'y est pas forcément sensible. Et donc, a été développé autour de cette sensibilité pensée de vie un outil que vous connaissez peut-être qui est l'analyse cycle de vie. L'idée de l'analyse cycle de vie, c'est de se dire, je vais essayer de caractériser un produit ou un service et essayer de me dire quels sont ses impacts environnementaux. Ça, c'est l'analyse de vie environnementale ou sociétale. C'est l'analyse de vie sociétale qui est beaucoup plus embryonnaire parce que les relations de cause à effet sont beaucoup moins simples. Et on va balayer l'étape d'acquisition de la ressource, de fabrication, de distribution, d'utilisation et gestion de fin de vie. Et alors, comment on va comparer des poires, des pommes, des éléphants? Eh bien, on va comparer ça autour de ce qu'on appelle une unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle, c'est finalement à quoi ça sert, le service que je veux développer, à quoi ça sert le produit que je veux développer. Et l'unité fonctionnelle, elle va permettre finalement de faire une relation entre la satisfaction des besoins et les conséquences en termes de consommation de ressources ou d'impact sur l'environnement ou de valeur ajoutée pour sur la sphère sociale. Alors, un exemple, effectivement, par exemple, d'unité fonctionnelle, ça pourrait être transporter tous les jours 20 personnes sur 40 km. Et on va comparer des solutions. Je les transporte à vélo, quelles conséquences? Je les transporte chacun avec leur voiture, je les transporte dans un autobus, je les transporte avec eux, et on va regarder la fabrication de l'autobus, le partage, etc. Et on se rend compte d'ailleurs, chose extrêmement simple, mais importante à retenir, c'est plus on utilise les objets, moins évidemment ils ont d'impact. L'analyse cycle de vie a été très souvent utilisée pour comparer est-ce que j'utilise un godet en carton ou un godet classique en verre ou en céramique. En fait, le nombre de fois que je vais utiliser le godet en céramique ou en verre est absolument déterminant. Le godet en verre va être bien meilleur, sauf si on le casse. Donc, vous voyez, on dispose aujourd'hui d'outils. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'analyse des flux et en face de ces flux, donc un gramme de verre, ça signifie quoi? En amont, qu'est-ce que j'ai extrait comme silice? Comment j'ai fait pour le transformer? Je l'ai transporté comment? Et donc, par rapport à ce flux, on va convertir des impacts. Donc, deux notions, ces notions d'impact environnementaux, cette notion de décomposition de façon élémentaire, la notion de cycle, la notion d'unité fonctionnelle et la notion d'écologie, c'est-à-dire d'écologie industrielle, qui vient nourrir cette réflexion. Je pense qu'on dispose là maintenant un peu des éléments clés pour aborder notre sujet, c'est-à-dire qu'on dit, OK, on va travailler, on a bien vu, on rentrait dans le cycle de vie, on a vu la fin du cycle de vie, mais je voulais qu'à moitié décrit, c'est-à-dire la fin de l'histoire, comment elle se bloque. Et ça a été longtemps une des faiblesses de l'analyse cycle de vie, c'est de dire je prends des entrants, je les caractérise, et à la fin, ça me fait un déchet. Alors, est-ce que je le valorise économiquement, mon déchet, ou est-ce que mon déchet, il m'a permis de limiter mon empreinte quand je rentre dans le cycle de vie? Ça a été très longtemps un débat d'experts. Et quand on se dit, je dois avoir une continuité finalement entre mes ressources, ma fin de vie, c'est-à-dire et je refais basculer, c'est-à-dire que je passe d'une sphère dans laquelle, qu'on va appeler biosphère pour faire simple, dans laquelle j'ai fabriqué toutes les ressources, et cette biosphère, elle va être capable d'avaler, comme on l'a vu tout à l'heure, un certain nombre de conséquences, mais la transformation elle-même entre les ressources et les déchets, ça va être le job de la technosphère, c'est-à-dire c'est à l'homme lui-même de le faire. Parce que si on attend que ça soit la nature qui transforme tous ces déchets en des produits, on n'est évidemment pas du tout dans l'échelle de temps adéquate. Donc il va falloir, et c'est l'avantage un peu, et c'est la pertinence de se poser ces questions en termes de cycle de vie,
donc d'économie à quelque part circulaire, c'est d'éclairer un sujet qui est aujourd'hui peu éclairé, c'est-à-dire les déchets, qu'est-ce qu'ils font, combien de nature, combien de recyclage, c'est-à-dire, mais même en avant du recyclage, comment ils sont collectés, de quelle façon, est-ce qu'ils sont mélangés, est-ce qu'ils ne sont pas mélangés, quelles sont les capacités de recyclage, est-ce qu'une matière première, quand elle est primaire, elle a un certain nombre de caractéristiques, quand elle est secondaire, elle n'a pas forcément les mêmes caractéristiques, donc il faut que je puisse les distinguer. Donc je rentre dans toute une série de problématiques extrêmement nouvelles et qui vont permettre de mieux clarifier ce que l'on va appeler l'économie circulaire. Et donc l'économie circulaire, à ce stade, je vous propose la définition de l'ADEME, un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, c'est-à-dire de l'offre, en fait, aussi bien des biens et des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact environnemental, et moi je dirais même l'impact environnemental et sociétal, tout en permettant le bien-être des individus. Donc on reboucle bien par rapport à cette notion quel besoin je couvre et comment j'essaie de le faire de la façon la plus efficace possible. Et pratiquement, quand on essaye de se dire ça signifie quoi? Ça signifie donc de travailler dans la partie amont, et j'ai assez lourdement parlé sur la partie amont, mais faire venir un peu dessus aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que font les industriels, comment ils travaillent, donc c'est comment j'identifie mon offre, elle correspond à une attente ou elle ne correspond pas à une attente, je la rends la plus efficace possible. Deuxièmement, évidemment, quel est le comportement des consommateurs et comment je l'articule, comment j'essaye de lui expliquer, de le sensibiliser pour en faire un consommateur responsable, un consommateur qui prend de bonnes habitudes. Et évidemment, et j'ai insisté dessus dans l'analyse cycle de vie, rallonger, si possible, la durée d'usage, c'est-à-dire mettre en place une notion d'emploi régulier, de réparation donc et surtout de réutilisation. C'est-à-dire que si jamais, effectivement, certaines pièces ne sont pas réparables, la matière première, tout type de matière première, on essaye de le réutiliser et on va passer vers cette phase de recyclage qui va être la gestion des déchets. Donc, l'économie circulaire, c'est 3 domaines d'action. C'est celui des acteurs économiques, celui des consommateurs et celui des professionnels du recyclage. Et on voit bien que tout ça doit se marier et que si on ne l'orchestre pas, ces dynamiques, on ne va pas y arriver. Donc, il y a une approche systémique et on est complètement dans ces logiques, je dirais, circulaires que vous connaissez bien dans la qualité. J'aurais pu faire le commentaire tout à l'heure sur le cycle de vie. L'analyse du cycle de vie, c'est quelque chose qui est normé. C'est une ISO 14000, c'est les 14044, les 14034. On est dans des sujets que vous connaissez, dont vous avez l'habitude de travailler. Là, je vous ai expliqué donc l'approvisionnement durable, ça va être celui qui est responsable aussi bien en termes d'environnement et sociétal. L'éco-conception, on en a parlé, finalement, c'est l'analyse cycle de vie. L'écologie industrielle, j'en ai parlé. Juste un petit zoom sur l'économie de fonctionnalité, parce que certains la mettent à l'extérieur de l'économie circulaire, d'autres la mettent dedans. On ne va pas rentrer dans les débats d'experts, mais l'économie circulaire, ce qui est intéressant de bien comprendre dans l'économie circulaire, c'est qu'on cherche plutôt à vendre l'usage du bien plutôt que les biens eux-mêmes. Alors, je peux vous donner quelques exemples. Venant de Total, ça a été par exemple de dire on va vous lubrifier vos équipements et on vous met à disposition de l'huile qui a toujours l'efficacité, qui a toujours le pouvoir lubrifiant adéquat. On fait des analyses et quand le pouvoir lubrifiant n'est plus le bon, on change d'huile. C'est la démarche de Michelin qui dit attendez, plutôt que de vous vendre des pneumatiques, je vais vous vendre des kilomètres. Alors, les kilomètres, vous les faites sur quel type de route, etc. De même, finalement, dans les ateliers de réparation, etc., on a besoin de solvants pour nettoyer les outils. Plutôt que de vous vendre les solvants, on va vous vendre le pouvoir nettoyant des solvants. Donc, ce qui permet à la fin, quand les solvants n'ont plus ce pouvoir nettoyant, c'est le professionnel qui récupère. Et donc, la fin de vie, elle est beaucoup mieux gérée. Donc, l'économie de fonctionnalité, ça, c'est une vraie rupture parce qu'on va partager
Ça a des impacts économiques évidemment différents, puisque le producteur, il n'a plus une retour en trésorerie aussi rapide, puisqu'il va plutôt avoir un abonnement. Et donc, il faut qu'il trouve des financiers qui l'aident à réguler sa trésorerie. Donc, l'économie de fonctionnalité, c'est un vrai moteur intéressant et une vraie rupture sur laquelle moi, je ne reviendrai pas, mais qu'il est important que vous ayez également vous en tête, c'est-à-dire de vous dire comment je peux assumer les besoins de mes clients, mais finalement en étant le plus professionnel possible, c'est-à-dire que j'assume ce que je sais faire, et moi j'ai les moyens de contrôler, alors qu'eux ne savent pas forcément. Et puis, il y a le volet effectivement client où on a vu, on mutualise. La notion de l'utilisation est beaucoup plus importante que la notion de posséder. En vous racontant tout ça, finalement, j'essaye de planter le décor donc, de ce qui s'appelle l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, c'est à la fois une description très, très fine d'un schéma dans lequel les ressources sont recyclées au maximum pour le maximum d'efficacité, et d'autre part, un peu des logiques et des pensées qu'on va appeler d'obédience développement durable, dans lesquelles on va trouver toute l'innovation inspirée par la nature, c'est-à-dire que dans la façon d'être efficace, je m'inspire de la nature. L'écologie industrielle avec toute cette notion de boucle, et la notion de boucle, elle est évidemment fondamentale, et là encore, analogie au PDCA et aux séries de boucles imbriquées que vous connaissez bien. La notion de cradle to cradle, en fait, c'est du berceau au berceau, donc c'est tous les matériaux utilisés, on se débrouille pour qu'ils soient réutilisables et qu'ils viennent rentrer en vie. Et puis, à quelque part, la synthèse, la quintessence, c'est prétendre effectivement faire mieux et plus, avec moins de matériaux. L'économie bleue est également intéressante, hein, c'est Gunther Pauli qui l'a surtout développé, et juste le clin d'œil par rapport au monde du vivant, un de ses derniers bouquins, c'est Soyons plus intelligents que la nature. L'économie circulaire, donc, qui est réparatrice par intention. Une fois définis les besoins, une certaine façon de travailler, il faut noter que cette notion d'économie circulaire, qui était un espèce de concept qui traînait dans l'air, a été récupérée par les politiques de façon très proactive là, depuis 5 à 10 ans, récupérée aussi bien à l'échelle nationale, hein, entre autres par un de vos députés, François-Michel Lambert, à l'échelle européenne par la Commission européenne, et la notion donc d'économie circulaire est maintenant un peu sur toutes les lèvres, et il faut ensuite, après avoir défini les 3 grands bras de levier qui sont auprès des industriels, des consommateurs et la création d'une chaîne de bouclage, essayer de faire en sorte que tout ça, ça marche. Donc, il y a un certain nombre de décrets. Peut-être la plus récente, c'est la loi anti-gaspi et économie circulaire de mai 2020, dont je vous ai mis certains éléments clés, c'est prévenir et réduire. Et puis, à partir du moment où on a un mécanisme, il faut essayer de le chiffrer, moins 15% sur les déchets ménagers, faire évoluer les comportements, s'engager sur des problèmes critiques comme celui du plastique, et viser un recyclage à 100% du plastique en France en 2025. Essayer également d'activer ou d'être plus opérationnel sur des boucles de tri. En 2016, il y avait le tri imposé sur les papiers, carton, métal, plastique, verre, bois. Là, ça va être effectivement des nouvelles filières de recyclage sur les jouets, les articles de sport. Et je trouve une chose également importante, c'est que les régions deviennent effectivement les coordinateurs et les animateurs de ces démarches. C'est-à-dire que l'économie circulaire, dans sa conception la plus globale, intégrant les 5 ou 6 concepts que je vous ai présentés dans le slide précédent,
on se rend bien compte que le sujet est complexe, qu'il faut bien le comprendre et donc qu'il faut le maîtriser à l'échelle locale, même si un certain nombre de règles du jeu sont définies à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. La région est probablement le domaine où la mise en œuvre sera la plus facile et les priorités seront plus faciles à définir. Et donc, troisième point de cette slide, c'est que les notions de réparation deviennent des exigences et il y a une loi qui est passée au 1er janvier, je pense que vous l'avez vu, qui impose sur un certain nombre d'équipements, les lave-linges, les ordinateurs, les télévisions, d'afficher le taux de réparabilité qui est la composante de quatre indicateurs et qui est noté sur jusqu'à 10. Donc, le législateur se met en œuvre, agit ponctuellement. On a vu qu'on avait un système un peu complexe, mais tout ça donne envie à chacun d'agir. Et comme toujours, quand on éclaire un peu un domaine un peu nouveau, et vous avez vu que cette base du document tout à l'heure, quand je faisais le flux, était un peu inconnue, puisqu'il y avait plein d'informations qui nous manquaient. Dans la gestion des déchets, mais également finalement dans l'optimisation de la chaîne. Alors vous allez me dire, l'optimisation de la chaîne, c'est un peu le b.a.-ba de notre boulot, le Kaizen, la gestion de chasser le Mouda, ça fait depuis toujours que les qualiticiens s'y intéressent. Et vous savez, mais que chaque fois qu'on rééclaire un sujet, et c'est vrai par exemple sur les achats, eh ben, on trouve toujours des axes d'amélioration. Et là, dans le cas particulier, donc c'est quoi? C'est en 2016-2017, sous l'initiative du ministère de la Transition écologique. Il y a 49 entreprises qui se sont portées volontaires pour essayer de dire, OK, cette nouvelle façon d'éclairer, elle va me permettre quoi? Elle me génère quoi? Elle me génère des gains dans ma capacité d'investissement, elle me génère des gains dans mon activité, elle me génère éventuellement un nouveau chiffre d'affaires ou elle me permet de réduire mes coûts. Globalement, là, vous avez un tableau qui vous montre que les gains sur l'énergie, ils sont généralement assez significatifs et l'essentiel se fait dans le management de l'économie. Et que les gains sur les matériaux, ils sont certes importants sur les déchets, le réemploi, mais c'est souvent, très fondamentalement, dans la réduction à la source. C'est-à-dire finalement, comment j'optimise mon appro, comment je réduis le nombre de chutes, etc. Et comment je suis capable, sur cette matière, de mieux travailler. Et certains jeux sont évidemment, chaque fois qu'on le met en place pour la première fois, gagnants. C'est-à-dire que vous éclairez un nouveau sujet, généralement, vous avez entre 2 et 7% d'économie. Je veux optimiser ma consommation d'eau, je veux optimiser ma consommation d'énergie. Et donc, ça a amené le ministère de l'Écologie et de la Transition énergétique à développer avec l'ADEME un programme qui s'appelle Gagnant-Gagnant, c'est-à-dire qui propose aux TPE et aux PME de les aider pour mieux analyser leur chaîne et mettre en place les bonnes pratiques pour économiser la matière première, y compris l'énergie, et recycler au mieux. Donc, je pense que je peux vous donner quelques chiffres sur les gains. Juste pour que vous ayez des ordres de grandeur. Vous voyez qu'évidemment, on ne peut recycler qu'à partir du moment où on a créé des unités. Pendant les années 90, on a plutôt créé des unités d'incinération où on a tout brûlé et on s'est dit, bon, l'énergie, c'est l'élément le plus important, c'est celui qu'on veut récupérer. Depuis, on est un peu plus subtil. Vous avez quelques chiffres qui vous montrent qu'il y a des collectes qui sont plus ou moins efficaces et que les taux de recyclage sont plus ou moins efficaces. Que l'acier est assez bien recyclé, que les papiers cartons également en pourcentage sont assez bien recyclés. Mais si ce n'est qu'il faut se souvenir qu'il y a 10 ans ou 20 ans, il n'y avait pratiquement pas de filière de recyclage carton, que tout partait en Chine. Et il a presque fallu que la Chine ferme ses frontières pour dire je ne suis plus la poubelle du monde pour que se développe un certain nombre de filières en France. Donc ça, voilà, c'était un peu des ordres de grandeur. Et donc, basculons un peu sur le zoom entreprise.
je pense que vous, qualiticien, vous avez à peu près compris les ingrédients, qu'il faut comprendre les besoins, donc s'engager un dialogue avec les parties prenantes, que tout ça ne peut se faire qu'en cohérence avec le top management, en revue de direction, etc. Que cette conception de la circularité, elle peut avoir différentes formes, donc il faut bien la clarifier par rapport à vos équipes, par rapport au management et par rapport à vos clients, mais que vous savez que dès le départ, finalement, vous êtes sûr, à partir du moment où vous initiez cette démarche, de gagner en efficacité, donc de faire des économies. Donc la première étape, elle est gagnant-gagnant. La deuxième, ça va être effectivement de se dire en quoi je suis innovant, en quoi je peux redéfinir un nouveau business model, est-ce que je peux me rapprocher de l'économie de fonctionnalité, est-ce que je suis innovant sur mes processus, est-ce que je suis innovant sur mes produits, ou donc sur mon modèle d'affaires, et à partir de ce moment-là, qui j'embarque, quels acteurs externes, et évidemment, le Graal du Graal, c'est comment je mesure. On sait bien qu'on ne manage bien que ce que l'on peut mesurer. Et c'est peut-être aujourd'hui un des points faibles de l'économie circulaire, c'est que finalement, brassant beaucoup de données, en tout cas beaucoup de concepts, il n'y a pas de règle du jeu, c'est-à-dire que les indicateurs ne vont pas forcément être les mêmes d'un domaine à l'autre, et on manipule des grandeurs qui sont peut-être un peu globales, et c'est pour ça que je veux partager avec vous une enquête qui a été menée par le Boston Consulting Group, où finalement, quand on dit aux gens pourquoi vous faites ça, bon, bah, évidemment, c'est pour mieux maîtriser notre business, mais également, donc fondamentalement, les sources d'appro, améliorer le résultat, et on a vu que ça, c'était un gain qui pouvait être l'intégration dans la chaîne de valeur, la gestion du risque, et à quelque part, finalement, la clé d'entrée environnementale par laquelle j'ai développé mon premier discours, il est au passage, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise pour quantifier, faire une analyse cycle de vie, a priori, et de vérifier que le résultat est bien au rendez-vous. Et que les acteurs les plus dynamiques, ils sont dans le triptyque, évidemment, dirigeants, employés, clients, et les clients sont quelquefois aussi pushy que les managers, les investisseurs, les régulateurs, finalement exerçant un peu de pouvoir. Les investisseurs, on sait, vous savez de plus en plus, on parle d'investissement responsable, que c'est évidemment des informations sur lesquelles les investisseurs, les gestionnaires de portefeuille sont de plus en plus friands. Donc, un peu pour se préparer vers la conclusion, on se rend bien compte que finalement, on peut mettre en place l'analyse cycle de vie à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on peut le faire au niveau le plus bas possible, au niveau des produits et des composants. On peut le faire au niveau micro, c'est-à-dire celui des entreprises, au niveau des consommateurs, dans ce cercle vertueux entre les consommateurs et les entreprises. On est tous des citoyens responsables et on joue tous des rôles différents. Il y a une intégration à l'échelle méso, celle du territoire ou celle de la nation ou inter-entreprise. Et puis, il y a le niveau macro par lequel un peu je suis rentré par les agences internationales. Et que le micro, jusqu'à présent, c'est celui sur lequel les acteurs bougent le plus. Mais les résultats seront, pour moi, encore plus efficaces le jour où les acteurs seront capables d'intégrer la dimension méso. Cette dimension méso, elle suppose de mettre en cohérence les pouvoirs publics, je ne vais pas commenter beaucoup plus, les acteurs économiques et les citoyens. On voit bien qu'on a un cercle vertueux. Je vous ai dit, le ministère essaye d'y travailler, des associations comme Entreprises pour l'environnement essayent d'y travailler aussi. Et puis, donc, dimension spatiale, mais également dimension temporelle. Est-ce que je cherche un gain court terme ou est-ce que je cherche une transformation long terme? Voilà un peu tous ces ingrédients. Et par rapport à tout ça, comme je vous le disais, on n'a pas forcément aujourd'hui tous les éléments pour pouvoir tracer à la fois l'efficacité du cercle vertueux information, formation, engagement, reconnaissance, qui a quelque part la déclinaison opérationnelle de la réduction à la source jusqu'à minimisation de la mise en décharge, et d'autre part la gestion des chiffres. Donc,
de quoi dispose-t-on aujourd'hui pour caractériser la circularité? L'association Auré, à laquelle certains peut-être d'entre vous participent, a réfléchi et ensemble, puisque nous, on est Fidarec, partenaire de Auré, on a identifié en fait 5 indicateurs, on proposé 5 indicateurs, un sur la consommation de matière globale, la production de déchets, donc les deux premiers sur lesquels j'ai fait un petit zoom, le taux d'incorporation de matières secondaires, et ça, le sujet, il est complexe parce qu'il faut vérifier qu'il n'y a pas de dégradation dans les fonctions et des produits qui sont générés en mélangeant du produit, de la matière première recyclée et non recyclée, les émissions de CO2, évidemment, même si finalement, dans tout le discours que j'ai fait, on voit bien que ce n'est peut-être pas le CO2 qui va être le premier impacté. Et donc le dernier sur le taux de valeur ajoutée. Donc, nous sommes avec un puzzle en cours de construction, différents outils, le référentiel Ellipse Auré à l'échelle des territoires, un jeu, et c'est pour ça que j'ai essayé de le mettre, qui nous rappelle dans la petite boîte en haut les cartes de stratégie, hein, c'est-à-dire comment on construit un tableau de bord équilibré, c'est avec l'analyse des enjeux, la stratégie, les indicateurs, l'ancrage additionnel. Mais tout ça, c'est au service de quelque chose. C'est-à-dire que si on se contente simplement de dire j'optimise la matière, on voit bien, c'était un peu le sens de l'introduction de Jean-Jacques tout à l'heure, qu'il faut redéfinir des objectifs. Et ces objectifs, il faut les définir tous ensemble, basés sur des croyances, des valeurs, la connaissance, une dynamique. Et à quelque part, toute cette dynamique d'animation des parties prenantes, c'est quelque chose que les acteurs de qualité connaissent, pratiquent depuis longtemps. Et on a absolument besoin de vous. Enfin, moi, je pense que votre rôle, il est évidemment au niveau de créer les gains dans l'entreprise, mais également de participer à cette dynamique. Et cette dynamique, elle s'applique sur un certain nombre de pratiques. La sobriété, bon, la FQP avait choisi, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, le livre Sobériser, pour bien mettre comme le livre essentiel, c'est-à-dire que la sobriété, c'est une des clés d'entrée. Les coups de terrain, vous connaissez, la mutualisation, ça fait partie et le collaboratif et votre coopération de votre savoir. Là, il faut nourrir la confiance parce qu'on va plus loin que la dynamique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on sort de l'entreprise, on est à l'échelle du territoire et on fait une transformation. Donc, il faut se mettre en phase avec des ambitions fortes, c'est celle du développement durable. Vous connaissez peut-être les 17 ODD. Vous retrouvez en bas la biosphère. Bon, c'est ma boucle, hein. Moi aussi, je fais ma boucle dans ma présentation. Je retombe sur mes limites planétaires. Mais il faut les regarder avec une ambition forte, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux satisfaire. Et il y a un rapport intéressant sur l'analyse des ODD, c'est de dire il ne faut pas prendre morceau par morceau. Le CO2, ok, c'est bien, le platine, c'est bien, le tantal ou le lithium, c'est bien pour les ordinateurs. Non, il faut se dire comment je renforce le bien-être, comment je fais des économies justes et durables, comment je construis mes systèmes. Et c'est ça, effectivement, pour moi, la dimension dynamique de l'économie circulaire. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'essayer de vous expliquer les tenants, les aboutissants, et qu'il y a un challenge magnifique. La première marche, elle est indispensable, donc c'est pour ça que je parlais d'intuition, de nécessité. C'est nécessaire, mais c'est probablement pas suffisant. Et donc la réussite, je pense que finalement, les acteurs de la qualité sont des facilitateurs et peut-être des véritables ambassadeurs. Alors, fatalement, le lien se fait naturellement avec ce que vous a dit Pierre Giraud dans la nouvelle qualité. C'est entre autres savoir gérer l'ensemble des écosystèmes. Voilà, merci pour votre écoute et j'attends impatiemment vos questions. Eh bien, merci Henri pour cette présentation très riche et très claire sur ce sujet. Donc, nous passons aux questions. Alors, j'ai déjà une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a des domaines qui échapperaient à l'économie circulaire? Merci pour la question. A priori, j'ai tendance à penser qu'aucun. Parce que si je raisonne sur la biosphère, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne le système vivant, on est clairement dans un système circulaire où les différents écosystèmes se nourrissent les uns les autres.
Et puis finalement, quand on raisonne sur l'autre grande dynamique qui est la technosphère, eh ben, on a un peu l'impression que ça fonctionnait comme ça et qu'on a un peu oublié pendant un siècle et demi que l'on était dans cette circularité et qu'on est en train de la redécouvrir. Donc, pour moi, non, je dirais les systèmes vivants, à toute échelle, hein, et même si on se met encore à l'échelle planétaire, on est à 4,5 milliards et on sait que dans 4,5 milliards, le système solaire va disparaître. On est dans des jeux cycliques, chacun à son échelle. En effet, donc on y est tous, si je comprends bien. Alors, la question suivante qui venait était la suivante. Est-ce que l'étiquetage réparable est utilisé pour les voitures? Et d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est l'étiquetage réparable? Alors, on va remonter peut-être un petit peu dans le... Hop, 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 hop. Voilà, dans ma présentation, où j'introduisais effectivement cette notion de réparable qui est intégrée dans la nouvelle loi et même qui a d'ailleurs été intégrée avant même la loi de mai 2020 dans celle du 1er janvier 2020. La notion de réparable est applicable pour les lave-linges, les ordinateurs portables, le smartphone, le téléphone à tondeuse à gazon, donc les véhicules, pas encore. Et la notion de réparable est en fait notée sur 10 avec 4 items. Un item sur la qualité de la documentation technique, l'accessibilité et le démontage, la disponibilité des pièces de rechange et éventuellement certains critères spécifiques sur le produit évalué. Donc, pour la réparation automobile, on attendra les prochaines Génération. les prochaines réglementations. L'automobile, c'est un vrai et beau sujet complexe. Ça me fait penser que, par exemple, toutes les normes qui ont été mises sur la recyclabilité des véhicules automobiles ont à peu près été toutes suivies par les fournisseurs, mais les filières n'existent pas forcément pour réutiliser les produits. Oui. Juste pour alimenter toute cette dynamique, un jeu où tous les acteurs ont leur place. La chaîne reste donc à compléter, si je comprends bien. Absolument. D'accord. Alors, on me pose aussi la question suivante, on vous pose en fait la question suivante. Quid de l'articulation ACV, FDES et ISO 14001? Et j'ajouterais, est-ce que vous pouvez nous préciser ces 3 éléments? Alors, la FDES, en fait, c'est une fiche de déclaration environnementale et sanitaire hein, pour informer l'utilisateur des impacts environnementaux. Une FDES, qui va donc être faite à l'échelle d'un produit, va ne pouvoir être remplie que si on a fait en amont une analyse cycle de vie. Donc, l'analyse cycle de vie, vraiment, dans tous ces dispositifs, c'est la mère, hein, c'est le cœur du dispositif, puisque c'est le moyen de pouvoir quantifier les impacts tout au long du cycle de vie, donc d'un produit ou d'un service. Et cette information qui est extrêmement structurée, puisqu'on a dit qu'elle s'appuyait sur les normes ISO 14040 et 14044, est vraiment le produit, la dimension la plus élaborée. L'ACV permet de comparer différentes solutions, donc c'est la base également de l'éco-conception. On ne peut pas faire d'éco-conception sans ACV, alors qu'on pourrait faire une ACV sans éco-conception, puisqu'on fait juste la photo. La question m'amène juste à faire une digression, puisque finalement, les FDES sont nés des réflexions des responsables ACV, quand ils ont essayé de caractériser les différents produits, se sont demandé, mais finalement, comment on impacte la qualité de l'air parce que ce n'est pas des grandeurs qui étaient directement appréhendables. Et qualité de l'air, ils se sont posé des questions, mais ils ont fait des mesures, après s'être posé des questions, entre la qualité de l'air intérieur et la qualité de l'air extérieur, et ils se sont rendus compte que la qualité de l'air intérieur était bien plus dégradée que celle de l'air extérieur. D'où, effectivement, il faut qu'on se préoccupe sur ce qu'émettent les différents matériaux de construction. Et c'est comme ça qu'est née toute la réglementation sur les FDES. Alors, pour boucler sur l'ISO 14000, l'ISO 14001, c'est un référentiel de management hein, qui décline toutes les séries d'exigences pour essayer de maîtriser les impacts environnementaux engendrés par une activité.
dans un processus d'amélioration continue. Donc, je dirais, à l'échelle d'une organisation ou peut-être d'un site, l'ISO 14001, c'est une version un peu simplifiée de l'ACV, mais en mettant un zoom sur le comment je le fais, les bonnes pratiques, et en étant un peu plus léger sur la quantification, c'est-à-dire quels impacts exacts j'aurais potentiellement. Donc, il y a bien une intégration, une imbrication, et on avait fait d'ailleurs des bilans ISO 14001 par rapport à une approche ACV à l'échelle d'un site. On reboucle assez facilement, si ce n'est qu'on fait plus de simplification dans l'ISO 14001 qu'on en fait dans le calcul des ACV. D'accord. Alors la question suivante, c'est plutôt géographique ou géoéconomique, on va dire, en matière d'économie circulaire. En France, en Europe, est-ce qu'on a des comparatifs? Est-ce que vous pouvez nous partager des informations sur ces différentes situations? C'est une question intéressante et je dirais, compte tenu de ce que j'ai expliqué pendant toute la présentation, évidemment, je suis incapable de vous fournir des chiffres normés, standardisés, parfaitement comparables d'un pays à l'autre. Ce que je dirais On assez n'a donc pas classiquement, de quand on est... mesure européenne aujourd'hui qui est Ah définie. oui, on n'a pas de métriques, chacun D'accord. compte un peu à sa façon. Alors, il y a des grandes tendances, et puis, je vais vous donner deux chiffres comme ça, juste pour illustrer, et puis, il y a quand même des volontés de converger. Donc, je vais peut-être en rajouter une couche en profitant de la question. Souvent, en termes de chiffres, il y a deux indicateurs intéressants, c'est celui finalement du tri des déchets ménagers et en amont d'ailleurs la quantité par personne. Au niveau européen, j'ai en tête le chiffre de 2017 où on était à peu près à 580 kilos par habitant de déchets ménagers. Ça, c'est la moyenne européenne. La France, à ce moment-là, se situait à peu près à 510 kilos. Donc un peu au-dessus, pas de façon complètement décrochée, 6%, c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais on aurait pu penser qu'on était peut-être un peu plus dans le peloton de tête. Le peloton de tête, c'est clairement l'Allemagne avec, je dirais, un taux de recyclage des matières compostables, méthanisables à la hauteur de 66%, alors que le même chiffre en France, toujours autour de 2017, serait de 42%. À peu près à équivalence avec nos amis italiens et nos amis anglais. Le deuxième chiffre, qui est évidemment un chiffre important puisque c'est une des mesures importantes de la nouvelle loi sur anti-gaspi et économie circulaire, c'est la gestion du plastique. Globalement, dans le monde, on est à peu près à moins de 10% du plastique recyclé. En Europe, c'est très variable. Certains pays, des champions, ce n'est pas forcément ceux qu'on attendait, comme la Lituanie, sont à peu près à 70% de recyclage des emballages plastiques. La République tchèque est à peu près à 60%. Et la France, d'après les chiffres dont on dispose, sera à peu près à la hauteur de 30%. Alors, moi, Encore je me des souviens efforts à d'études faire. que j'avais faites sur les recyclages des bouteilles plastiques. La France était décrochée par rapport à l'Allemagne, mais on ne comptait pas non plus de la même façon. C'est-à-dire que Ah, l'Allemagne, à partir du moment où ça rentrait dans l'usine, c'était 100%. La France, c'était quand ça sortait de l'usine. Et ce n'est pas forcément exactement la même chose. Donc, on retombe un peu des problèmes. Donc, on ne va pas on va pas faire de l'autoflagellation en se disant qu'on n'est pas bon. On va donc donner ce deuxième éclairage, c'est celui comment on va converger vers les bonnes pratiques, vers des mesures comparables. Et là, la France peut être fière d'avoir initié une démarche de convergence et de normalisation des réflexions sur l'économie circulaire, puisque l'AFNOR qui a d'ailleurs lancé cette initiative il y a 2 ans, a été retenu comme un des co-leaders d'une réflexion sur ce qui va s'appeler les OTC, que je ne rate pas, je rate le nom. L'ISOTC, c'est l'ISOTC 323, ça y est, ouais, c'est 323. Qui va donc normalement voir le jour d'ici 2 ans. Il y a à peu près même 2 bonnes années de travaux
qui vont être menées à l'échelle mondiale, avec donc l'AFNOR et le Brésil, d'ailleurs, à la baguette, et qui intègrent à peu près tous les acteurs, y compris des contributeurs historiques comme la Fondation Ellen MacArthur, le WBCSD, hein, c'est le World Business Council for Sustainable Development, qui est quand même la référence sur tous ces sujets de développement durable depuis pratiquement 30 ans. Donc, convergence, merci à l'AFNOR d'avoir piloté cette démarche. J'aurais peut-être dû d'ailleurs les mettre dans la slide où je rappelle que Auré, ADEME et l'Institut national de l'économie circulaire sont proactifs. Donc, la France est proactive dans cette démarche. Et donc, à chacun de contribuer. Je crois d'ailleurs qu'ils ouvrent un peu la porte à l'accès à leurs différentes commissions. Donc, j'en profite pour faire un peu de la pub au nom de l'AFNOR. D'accord. Donc, un petit peu de cocorico, ça fait du bien. Et donc, la question suivante, qu'après, c'est peut-on parler de risques spécifiquement dans le domaine de l'économie circulaire? Alors, le premier risque qui vient en tête, c'est évidemment un risque un peu de sémantique, de compréhension du vocabulaire. La formulation paraît hyper simple. On se dit, ah ben oui, circulaire, évidemment. Mais ça cache des complexités fortes que je vais essayer un peu de décliner. Donc, c'est déjà ce premier risque. C'est un peu d'incompréhension et de passage à l'acte qui n'est pas si évident que ça. Le deuxième, qui est probablement un peu lié au premier, c'est finalement un risque de promesse non tenue, hein, c'est-à-dire un écart entre le discours et la réalité, ce qu'on appelle volontiers le greenwashing, voire même le social washing. Hein. Et c'est évidemment d'autant plus compliqué que beaucoup de documents parlent de l'économie circulaire, en particulier au niveau de l'Union européenne, hein, puisque j'aurais pu dire que depuis 2015, c'est dans le cœur des réflexions de l'Union européenne, mais ce n'est pas si simple que ça de passer à l'acte encore une fois. Le troisième peut-être niveau, c'est que finalement, c'est un peu ambigu sur la notion de changement de modèle. C'est-à-dire qu'on dit, oui, l'économie circulaire, c'est un nouveau paradigme, c'est un changement de modèle, mais dans le détail, on fait un peu la même chose en essayant de le faire mieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une rupture très forte au niveau de la production et au niveau de la consommation. En tout cas, au niveau de la production, on est souvent un peu à la marge. Au niveau de la consommation, il y a peut-être une ouverture un peu plus forte en sensibilisant le consommateur. Peut-être quatrième point que j'ai évoqué lors de mon commentaire sur l'ACV, c'est que ce n'est pas si évident que ça de boucler la boucle. Et à quel coût économique? Comment recycle-t-on? Les matières recyclées n'ont pas forcément les mêmes propriétés physico-chimiques. On peut en consommer plus. Est-ce qu'il se crée vraiment une valeur sociale, environnementale et économique forte? On a eu des travaux avec Auré sur ce sujet-là. C'est encore des choses à démontrer, même si on peut chacun faire un témoignage et avoir de beaux verbatim, ça reste à construire. Et peut-être le dernier, un peu en cohérence avec ma conclusion de tout à l'heure, c'est de dire c'est finalement un sujet complexe. N'en ratons pas la complexité. Et si on rentre dans la complexité, est-ce qu'on a bien tout pris en compte? Puisque moi, je recommande, quand on rentre dans ces approches, d'intégrer toutes les facettes qui sont couvertes par le développement durable depuis l'origine, hein, c'est-à-dire depuis 86, hein, à préserver l'avenir des générations futures et réduire les inégalités. Ces dimensions-là, il faut les garder et c'est quand même le moteur clé. Et d'ailleurs, quand on creuse l'ODD 12 hein, sur la fabrication et la consommation responsable, on est évidemment en adhérence avec l'économie circulaire, mais si on fait des travaux de mise en cohérence globaux sur l'économie circulaire, il faut les faire à l'aune des objectifs du développement durable. Donc là, il y a un couple intelligent et pertinent à mettre en œuvre. Merci. Et si on le rate, ça pourrait être catastrophique pour tous.
Ben, ça tombe bien avec la dernière question que je vous propose, qui était, selon vous, qu'apporte l'économie circulaire aux approches de développement durable? Bah, c'est une question sympa parce que ça permet, après les risques, de positiver. Donc c'est excellent, effectivement, pour construire de façon un peu sympathique. Euh, le premier, c'est évidemment d'utiliser un vocabulaire qui normalement suscite l'écoute et un premier degré de compréhension. Et, et la possibilité de le décliner chacun à son échelle, c'est-à-dire qu'aussi bien le citoyen, l'entreprise, le responsable d'une collectivité, chacun a quelque chose à faire et peut se considérer concerné. Je peux reprendre un peu la problématique du tri ménager. Hein. Il est assez intéressant de voir que la région des Hauts-de-France, sur quelques villes, dont en particulier Roubaix, a mis en place une démarche pour mobiliser les citoyens sur le tri des déchets. Et ça a été un véritable déclic, à la fois pour faciliter finalement le dialogue intergénérationnel entre les enfants, les parents, les grands-parents, et puis petit à petit faire presque une maison du déchet dont j'ai plus en tête exactement le nom, mais qui est un des projets forts de la ville de Roubaix. C'est-à-dire que la mise en œuvre peut se faire par étapes. Et je pense que l'étape suivante, et c'est pour ça que j'ai insisté sur finalement un exemple régional, c'est à l'échelle de la région, à l'échelle locale, où je pense que vraiment là, l'économie circulaire va donner sa pleine valeur. Elle avait déjà été un peu initiée avec ce qu'on appelait l'écologie industrielle, et je crois que ça va être un accélérateur par rapport à l'écologie industrielle que certains d'entre vous ont peut-être travaillé dans ces 10 dernières années. Le deuxième point important, c'est un peu le pendant de celui que j'évoquais tout à l'heure sur la façon de boucler la boucle. Hein. Je crois que la question du bouclage des matériaux est très clairement posée. Et là encore, soyons positifs, il y a eu une évolution assez spectaculaire dans le domaine de la construction. On a vu dans les stats que c'est quand même les volumes de déchets les plus importants. Et quelques initiatives en Île-de-France, parce que je les connais un peu plus, mais je crois qu'il y en a également au niveau régional, ont montré qu'en se posant les bonnes questions, en faisant presque de l'éco-conception du cycle démolition-construction, on était capable de réutiliser beaucoup mieux les matériaux, d'éviter de les transporter de gauche à droite, de faire des stockages intermédiaires. Donc là, il y a une véritable révolution extrêmement sensible et extrêmement forte avec des contributions environnementales absolument significatives par rapport aux anciennes pratiques. Donc ça, c'est la dimension, je dirais, côté industriel et production. Et la dernière facette sur laquelle je veux insister, où il me paraît extrêmement important, c'est que l'analyse cycle de vie, elle remet bien en évidence l'importance de la phase usage. Hein. Je crois que quand j'ai commenté la CV, je dirais, je crois que j'avais pris l'exemple des godets, mais vous portez votre jean 40 fois ou vous le portez 2 fois, évidemment, votre impact environnemental, ce n'est pas du tout le même, surtout si vous le mettez à la poubelle à la fin du cycle. Donc, cette notion d'usage en phase avec la satisfaction d'un besoin, d'une attente, en comparant les différents impacts, en évitant une approche monocritère de l'impact, parce qu'on voit bien quand on prend exclusivement le gaz à effet de serre, on n'est pas tout à fait sûr de bien prendre tous les bons sujets et on n'est pas toujours capable de le ramener par rapport à la fonction rendue, que ce soit sur la notion de mobilité qu'on évoquait tout à l'heure avec les voitures ou la fonction habitat qu'on aurait pu prendre sur la construction. Donc vraiment, cette phase usage, elle est fondamentale et elle permet de se reposer la question, c'est comment je satisfais le mieux ces différents besoins, quitte à reconsidérer ces besoins. Donc, à quelque part, ça donne de la matérialité, de la responsabilité à chacun et ça montre qu'effectivement, il est indispensable d'être intelligent et collectif dans la gestion des contraintes de demain dans l'intérêt de tous. Eh bien, merci de finir par cette recommandation générale et individuelle. Et je vais donc maintenant passer la parole à Jean-Jacques Bonneau, le pilote de ce projet.
Merci à tous. Merci, merci Guy. Merci à Henri. Effectivement, comme le disait Guy à l'instant, c'est une véritable gageure que de vouloir traiter un sujet aussi complexe en si peu de temps. Donc, merci beaucoup, Henri. C'était très intéressant. Pour nos participants, ben, merci de votre présence. Vous allez recevoir dans la foulée de cette participation une évaluation de ce webinaire. Merci de bien vouloir la remplir. Vos remarques, suggestions nous permettent de nous améliorer. Dans le cadre de cette étude, il vous sera proposé, si vous le souhaitez, de recevoir l'enregistrement de ce webinaire. Donc, si vous voulez le recevoir, inscrivez-vous, mais n'oubliez pas, n'omettez pas de vous identifier de telle manière que nous puissions effectivement vous envoyer l'enregistrement de ce webinaire. Rapidement et pour conclure, j'appelle votre participation à nos prochains webinaires. La semaine prochaine, nous avons un webinaire très intéressant sur la 8D, une méthode de résolution de problèmes qui est très intéressante et très pratico-pratique. Et j'appelle aussi votre participation sur nos prochains webinaires de décembre. Un qui sera sur le document unique et sur la performance du document unique qui a aujourd'hui et surtout vécu comme une obligation administrative, et une dernière conférence de fin d'année qui sera sur, dans l'air du temps, qui sera sur la confiance que nous pouvons accorder au personnel, et quel investissement nous pouvons faire sur le personnel et quel retour sur investissement pouvons-nous en attendre. Donc un sujet passionnant par un doctorant, par un chercheur qui nous présentera l'objet de ces études. À tous, merci, bonne journée, bon week-end et à bientôt sur nos vidéos. Merci, à bientôt. Merci. Et donc, je vous ai mis la référence sur le dernier numéro d'échange, celui de 44. Hein, c'est le dernier ou l'avant-dernier. Je fais tout un focus sur l'économie circulaire. Donc, on se sépare.